Bonjour à tous. Donc vous êtes inscrits à l'atelier Les résidences sociales, une solution pour les personnes âgées précarisées. Merci. Donc l'idée de cet atelier est de poser une réflexion sur les solutions de logement pour des personnes âgées à faible niveau de ressources ou est précarisées et s'interroger sur le recours que pourraient constituer les résidences sociales. Vous le savez sans doute, en 2021 devrait être discuté une future loi, un projet de loi en tous les cas, sur les questions de la loi autonomie, et l'UNAFO souhaite être présent en tous les cas et faire valoir un certain nombre d'arguments pour plaider à une plus grande ouverture. Pour discuter, pour participer à cette table ronde, nous avons invité 3 personnes. Hélène Lénart du réseau Habitat et du réseau Habiter Autrement, et que je laisserai se présenter un peu plus tard. Claire Diop d'Adoma, chef du pôle ingénierie sociale, et Emmanuel Smadja, directeur général d'API Provence. Pour planter le décor, est-il utile de rappeler effectivement que mais puis les résidences sociales accueillent depuis maintenant plus de 25 ans des personnes âgées, essentiellement immigrées, des personnes qui pour l'essentiel ont vieilli sur place, hein, et évidemment pour lesquelles les gestionnaires de résidences sociales et foyers de travailleurs migrants ont noué toute une série de partenariats adaptés, comme le montre très bien l'exemple d'Arélie, avec souvent effectivement aussi des financements spécifiques. De la même manière, toujours sur des dispositifs de résidence sociale, la question des pensions de famille pour personnes âgées se pose, elle s'est posée, elle se pose encore. Nos confrères de la FAS vont organiser là, dans les jours prochains une manifestation également sur cet aspect-là, avec effectivement des personnes âgées plutôt plus jeunes, souvent marquées par des addictions, des ruptures, et sur lesquelles les établissements pour personnes âgées classiques, EHPAD ou résidence autonomie, ont souvent des projets d'établissement assez peu adaptés, pas tous évidemment, mais un certain nombre. Donc, la question du vieillissement des personnes âgées en perte d'autonomie, évidemment, est souvent présentée, en tous les cas, elle a été longtemps par l'État, comme une alternative entre le maintien à domicile et la prise en charge d'un EHPAD. Et pendant un temps, même, les résidences autonomie étaient plutôt un dispositif qu'on considérait comme de notre temps. Aujourd'hui, effectivement, ils sont réactivés, mais avec là aussi des interrogations sur le cadre de ces résidences autonomie, puisque un certain nombre de CCAS expriment clairement le fait que est-ce que c'est toujours opportun de les maintenir dans le champ du médico-social dans le cadre de la loi 2002. Enfin, toujours sur ces questions de logement pour personnes âgées, évidemment précaires ou pas précaires, se développe depuis un certain nombre d'années maintenant tout ce qui est dispositif de type béguinage, habitat inclusif, et auquel on a donné un cadre, mais également des résidences intergénérationnelles, de la cohabitation, etc. Hélène Lénart nous portera une parole liée à cet aspect-là. Je vous rappelle, malgré les interventions de l'UNAFO, que l'habitat inclusif exclut, en tous les cas, du forfait habitat inclusif, les résidences sociales. Et de ce point de vue, même si nous ne sommes pas intervenus devant le Conseil d'État, nous avons regretté que ce soit seule la circulaire, alors qu'effectivement, les textes, décrets et même lois, évidemment, ne l'interdisaient pas. Alors effectivement, l'épidémie de Covid est passée par là et elle pousse effectivement l'État à programmer une loi dont on parle depuis plus de 10 ans pour la prise en charge, qui portera évidemment sur la prise en charge du 5e risque, celui de la perte d'autonomie. Le rapport Pifto-Wolfrom, toujours sur la question effectivement de solutions alternatives, mais également poussant à une réflexion autour de la perte d'autonomie, rapport qui vous sera présenté tout à l'heure par Denis Pifto, des listes que j'ai comparées. Beaucoup de personnes qui sont présentes à cet atelier seront présentes également à la présentation que fera Denis Pifto tout à l'heure. Donc, le rapport Pifto-Wolfrom, lui, envisage même un 6e risque, qui est celui de l'isolement pour les personnes âgées. Et je vous précise, on en rediscutera là également plus longuement tout à l'heure dans le prochain atelier, qu'un amendement au Sénat visant à créer une aide à la vie partagée a été déposé donc par le gouvernement. Donc, de fait, on est amené à s'interroger sur quelle est la place des personnes âgées précaires dans ces schémas. Arélie parle de vieillesse plurielle. J'aime beaucoup cette expression-là. C'est, en fait, il n'y a pas une vieillesse, mais des vieillesses, des problématiques qui sont spécifiques.
Et malheureusement, on est amené à constater que l'État a tendance à remettre les personnes dans un certain nombre de cases. Donc, quelle place y jouent les résidences sociales, le logement accompagné de façon plus générale? Quelles sont les coordinations, effectivement, qui peuvent être apportées entre résidences sociales et autres types de dispositifs? Donc, cet atelier, effectivement, se propose d'être un échange entre adhérents, porteurs d'un certain nombre de projets pour des personnes âgées, majoritairement à faibles ressources, parfois précarisées. Et effectivement, j'ai souhaité que Hélène Lénart apporte un regard un peu extérieur, sachant que Hélène Lénart connaît un peu la problématique des personnes âgées migrantes, et également une expérience de comparaison, je pense que Hélène va nous en parler, entre la situation en Allemagne et la situation en France. Hélène, je vais vous donner la parole. Pouvez-vous vous présenter le réseau APA et Habiter autrement, assez rapidement, s'il vous plaît, et nous expliquer pourquoi ce réseau s'est constitué, et surtout sur quelles valeurs, puisque je pense que cet aspect-là est assez essentiel. Merci. À vous, Hélène. Bonjour. Oui. C'est un peu haché. Allez, Hélène, on retestera, comme effectivement on est sur des timings qui sont très courts, je vais peut-être passer la parole, je suis obligé d'improviser, vous m'excusez. On réessayera tout à l'heure, j'espère que ça va fonctionner, mais on risque d'être un peu trop court si on se heurte à ces questions techniques. Donc je vais passer la parole du coup à Claire Diop d'Adoma, chef du pôle ingénierie sociale. On l'a dit, enfin je l'ai dit, Claire, la question du vieillissement au sein d'Adoma est un sujet travaillé maintenant depuis plus de 25 ans. On retrouve un certain nombre de documents qui datent du milieu des années 90. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de la situation de l'accueil des personnes âgées chez Adoma, préciser effectivement un certain nombre de réponses qu'Adoma peut apporter ou essayer d'apporter, et évidemment préciser à quels obstacles elles peuvent se heurter. Très bien. Merci à tous. Merci Pierre-Marc, l'équipe UNINAFO de nous avoir invités. Alors, effectivement, les questions de la prise en charge de la perte d'autonomie, c'est un sujet qu'on travaille depuis un petit bout de temps chez Adoma, et c'est vrai que de faire un rapide état des lieux va permettre quand même de repréciser de quoi on parle, même si la plupart des participants à l'atelier ici sont j'imagine, aguerris sur ce sujet. Tu as rappelé rapidement un petit historique tout à l'heure, Pierre-Marc, mais je pense que c'est bien de se rappeler que les retraités d'aujourd'hui, les résidents d'aujourd'hui, c'était des travailleurs. Quand ils sont arrivés, ils sont avant tout arrivés ici pour travailler. Ils vivaient en foyer, donc, qui à l'époque était une solution adaptée pour un séjour qui, on se rappelle bien, était en principe provisoire. Ça permettait de dépenser le moins possible pour envoyer le maximum au pays. Et le fait de travailler donnait tout un sens à ce parcours migratoire. C'était des hommes qui vivaient seuls ici, on le sait tous, mais qui ont été aussi des maris et des pères à distance pendant tout ce temps-là. Du coup, ce sens au parcours migratoire qui était donné en tant que travailleur tombe, j'ai envie de dire, au moment du passage à la retraite. Donc aujourd'hui, effectivement, ces anciens travailleurs sont devenus aujourd'hui des personnes retraitées, pour beaucoup stabilisées ici en France, d'autres dans l'aller-retour, avec une certaine hétérogénéité des profils, parce que on peut parler par exemple des anciens travailleurs d'usine Renault dans le 92 avec une retraite plus ou moins confortable entre guillemets, à d'autres parcours beaucoup plus chaotiques avec aujourd'hui des ressources relevant du minimum vieillesse. Donc, juste pour dire que cela, c'est pour rebondir un peu sur cette pluralité cette vieillesse plurielle, soulignée tout à l'heure par Pierre-Marc, qui est important à prendre en compte parce que du coup, ça va nous forcer aussi à avoir une pluralité de réponses qui puissent être adaptées. Alors, juste quelques chiffres très rapidement. Chez Adoma, les plus de 60 ans représentent 40% de nos résidents, soit près de 23 000 résidents, ce qui n'est pas rien. Évidemment, à très forte majorité, 96%, ce sont des hommes, et pour 85%, les personnes de nationalité extra-communautaire. Bien sûr, là, c'est notre public historique que sont les Chibani.
Un petit zoom quand même, parce que moi, il y a deux courbes qui m'intéressent quand on regarde l'évolution. C'est que la courbe des plus de 60 ans tend à décroître. Par contre, la courbe des plus de 70 ans, elle, continue de croître. Et je trouve que c'est un parallèle qui est intéressant, voilà, notamment quand on parle de la problématique du grand âge. Donc aujourd'hui, 55% des plus de 60 ans chez Adoma a plus de 70 ans. Voilà, ça c'était juste pour un petit zoom au niveau de l'état des lieux des profils. Alors maintenant, en termes d'accompagnement, comment on répond à ça? En fait, l'accompagnement des résidents chez Adoma se structure autour des éléments suivants. On a d'abord évidemment la mise en place d'une présence et d'une écoute de proximité avec une mission importante pour les responsables de résidence de veille, d'alerte sur des situations et évidemment d'orientation et de mise en lien. On réalise bien sûr une aide administrative depuis le premier niveau et ensuite vraiment le sens même c'est d'orienter vers les dispositifs et les acteurs locaux avec tout un maillage nécessaire avec les prestataires, avec les partenaires locaux. Pour rentrer un petit peu plus du coup dans le concret, notre stratégie d'accompagnement en fait se base sur plusieurs problématiques qu'on partage tous. J'ai envie ici d'en évoquer évidemment trois. C'est avant tout pour la plupart des résidents qui souhaitent rester dans la résidence le plus longtemps possible, la résidence sociale étant pour eux évidemment leur domicile. Avec donc la question de la perte d'autonomie et de la dépendance et quelle réponse on y apporte. Une deuxième problématique, c'est évidemment tout ce qui est la question de l'accès au droit et du non-recours, qui est très important auprès de ces publics. Et bien sûr, l'isolement, qui est pour moi voilà la troisième problématique qu'il me semble important de mentionner ici. Alors, comment on apporte, quel type de réponse on a pu apporter jusqu'à présent? Alors, effectivement, un peu comme l'a expérimenté Arélis, chez Adoma, on a depuis donc 2017 expérimenté ce type d'aide à domicile, on peut appeler effectivement mutualisée. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je trouve que le film d'Arélis présente très bien les enjeux, les enjeux de ce type de dispositif. Alors aujourd'hui, excusez-moi, on développe ce type de dispositif donc dans les Bouches du Rhône depuis 2007 sur 5 résidences, en Île-de-France depuis 2015 sur une résidence, et puis en Auvergne-Rhône-Alpes un autre dispositif depuis 2012. Quand on regarde de façon globale un peu ces 3 dispositifs, on voit par exemple sur les Bouches-du-Rhône, il y a un très bon partenariat entre l'Étarsat et le conseil départemental. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Gennevilliers, ce qui pose, puisque là il y a que la CNAV en fait qui a intégré le dispositif, ce qui pose un réel problème lorsqu'il faut passer d'une prise en charge des GIR 5 à 6 au GIR 1 à 4. En disant ça, j'évoque là déjà un premier frein auquel on est confronté, c'est l'articulation des différents acteurs pour la prise en charge de ce type de ce dispositif. Un petit zoom sur le dispositif mis en place donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est le réseau intermède. Le réseau intermède, j'en parlerai tout à l'heure, c'est donc un réseau de santé mis en place par Adoma depuis 2008. Et en 2012, ils ont expérimenté ce qu'ils ont appelé un dispositif passerelle qui permet en fait aux résidents dont la situation se dégrade et qui sont le plus dans le refus de l'aide, de pouvoir expérimenter l'aide à domicile par un accès à la gratuité et pour un temps en fait donné. Et l'objectif, c'est vraiment du coup d'inciter le résident et de tester le dispositif pour après passer à un dispositif de droit commun. C'est un dispositif qui a fait ses preuves, puisqu'en 2019, 9 dispositifs étaient en place sur 6 départements. La durée de moyenne de prise en charge, c'est à peu près de 1 an, et 68% en fait
des résidents qui sont rentrés dans ce dispositif ont eu l'accès, ont basculé dans le droit commun. Donc ça, c'est des premiers types de réponses, hein, c'est projet d'expérimentation d'aide à domicile. Mais bon, on y reviendra peut-être après. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on reste, je trouve, sur de l'expérimental, mais même qui s'inscrit dans le temps. On est sur du coût humain et je pense que vraiment les dispositifs type l'habitat inclusif, avec ce projet d'aide à la vie sociale, pourrait vraiment permettre de déployer de façon massive ce type de dispositif. Ensuite, il y a tout ce qui est la question de la médiation santé sociale, justement. Donc là, c'est donc, je vais redonner l'exemple d'Intermed, qui est, je trouve, une approche aussi assez innovante en la matière. Le dispositif d'Intermed, en fait, se caractérise par 3 points essentiels. Le premier point, c'est qu'ils sont dans une démarche d'aller vers. Donc, c'est un accompagnement qui se fait évidemment sans prescription médicale, sans protocole préétabli et sans limite dans le temps. Et ça, c'est vraiment des choses très importantes, justement, dans cette démarche d'aller vers. Les médiateurs intersanté interviennent soit au domicile des résidents, soit dans leur environnement. Le deuxième point important, c'est que c'est une pratique de soins relationnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique de soins infirmiers ou autres, mais on est vraiment dans le soin relationnel, l'objectif étant justement d'amener les résidents et les personnes en fait à aller vers le soin. Donc, il y a un travail avant tout donc, important de coordination et ce réseau intermède, en fait, les médiateurs, c'est essentiellement donc des infirmiers et aguerris aux problématiques notamment de santé mentale et des psychologues. Claire, excuse-moi, je te coupe un petit peu parce que sinon on n'aura pas le temps de débattre. Je pense que tu as posé un certain nombre d'exemples. J'ai l'impression qu'Hélène Lénart a retrouvé le son. Est-ce que là vous pouvez essayer de... On teste et sinon je donne la parole immédiatement à Manuel Smadja si ça fonctionne pas bien. Hélène? Directement les 2 collectifs dans le cadre duquel je travaille pour les formes alternatives d'habitat depuis maintenant une douzaine d'années. Donc, il y a d'abord le collectif Habiter autrement, de la vieillissement. Il réunit des acteurs associatifs qui, pour certains, portaient des formes alternatives d'habitat depuis les années 80. Ces initiatives, qui étaient des initiatives qui étaient appréciées, ont été mises en difficulté dans les années 2000 par la loi de médicalisation des EHPAD. Prendre compte ces formes d'habitat dans le cadre de la loi SV, mais en fait, rien n'est passé. Le collectif a lancé une étude dont j'ai été chargée, qui était soutenue par les pauvres, et que j'ai menée pour mieux connaître leur développement. Nous avions appelé ces formes d'habitat alternatifs, citoyens solidaires, accompagnés et le vieillissement, parce que c'est des alternatives qui solidarité pour mieux faire face au vieillissement. Et Hélène, est-ce que vous pouvez couper l'image? Je pense qu'on aura un son peut-être de meilleure qualité parce que le son est très haché et c'est compliqué. Allez-y. J'espère qu'on va mieux vous entendre. Sinon, j'enverrai un texte. Oui, non, c'est mieux là. Allez-y. Donc, en fait, cette étude qui a été publiée en 2017 donc, sur l'habitat qu'on avait appelé Alternative citoyen solidaire accompagné prenant en compte le vieillissement, a confirmé d'une part la grande diversité de ces formes d'habitat, que ce soit la diversité des porteurs, des formes et des habitants, avec d'une part donc, des initiatives pour des personnes plus ou moins autonomes, que ce soit en milieu urbain ou rural, avec un accompagnement centré sur le soutien à la convivialité, le lien social et le soutien à l'autonomie. Puis des initiatives aussi pour des personnes en situation de précarité, comme les colocations d'Ayem Zamem que vous devez probablement connaître, ou de l'habitat intergénérationnel soutenu par Habitat et Humanisme, avec un accompagnement qui est mis à la fois sur la convivialité et le lien social, mais aussi une aide à l'accès aux droits,
ou enfin des initiatives pour des personnes beaucoup plus dépendantes, comme les colocations pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui ont un accompagnement 24/24. Donc une grande diversité, à la fois des porteurs qui peuvent aller d'acteurs du médico-social jusqu'aux particuliers, et puis à la fois des modes d'accompagnement et des situations des personnes. Cette étude a montré l'intérêt des initiatives, puisque quelles que soient les formules, j'ai rencontré partout des habitants et des proches, heureux et fiers d'avoir eu l'opportunité de trouver cette solution, et puis des salariés et des partenaires aussi fiers d'avoir pu contribuer à leur émergence et à leur vie. Mais l'étude a aussi souligné la fragilité à la fois juridique et économique de ces initiatives, ce que vous avez aussi signalé dans vos initiatives qui ont été présentées, car c'est des initiatives qui sont résultats de partenariats et aussi de bricolage aux marges du réglementaire, expérimental au mieux. Donc la publication de l'étude a été contemporaine du lancement de l'Observatoire de l'habitat inclusif auquel le collectif Habiter autrement a été associé, et qui a en particulier travaillé sur les textes de la loi Elan concernant l'habitat inclusif. C'est aussi à ce moment qu'il s'est créé le réseau APA, suite aux rencontres de l'habitat partagé accompagné organisées fin 2016 au Conseil de l'Europe à Strasbourg par Fabien Terre. Là, les porteurs de projets se sont rencontrés et ont fait les mêmes constats que ce qui a été fait dans l'étude, c'est-à-dire de l'intérêt de ces formes d'habitat partagé accompagné pour les personnes fragiles, mais aussi des difficultés rencontrées qui étaient les mêmes, que ce soit dans le secteur du handicap ou des personnes âgées, avec un parcours du combattant pour arriver à faire monter un projet. Et donc, le réseau APA rassemble des porteurs de projets donc autour d'une dynamique d'entraide et puis aussi une dynamique de sensibilisation des publics et des parties prenantes. Et il s'agit donc de soutenir le développement de ce type d'habitat pour que toutes les personnes vulnérables puissent choisir librement un chez-soi proche de son bassin de vie, pleinement intégré à la cité, accessible et répondant à ses besoins, c'est-à-dire dans un domicile qui relève du droit commun et non pas de l'établissement, mais donc en sorte. On a gardé ce mot d'habitat partagé accompagné, on n'a pas adopté la dénomination habitat inclusif qui maintenant est dans les textes, parce qu'il nous a semblé important de souligner les spécificités habitat, cellule, domicile, et surtout accompagné, donc parce qu'il s'agit de personnes fragiles qui font le choix de vivre ensemble pour partager des espaces et des services pour faire face à leurs difficultés. Donc, il y a une idée de choix. Et puis enfin, le pas de partager accompagné, c'est un triple part. Donc, il y a du partage, donc ce partage pour mieux faire face aux difficultés, tout en gardant donc son intimité. Mais il y a aussi de la participation, c'est-à-dire que c'est des habitats qui misent sur la participation des habitants, que ce soit en amont du projet et dans son déroulement. Et puis enfin, du partenariat, car c'est des initiatives qui sont portées d'une part par différents partenaires pour les faire vivre, mais aussi intégrées dans l'économie ou dans le réseau local, donc en partenariat avec les communes et l'ensemble du tissu et des ressources locales. Voilà, donc encore un mot, puisque vous avez parlé de France et Allemagne. Effectivement, j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2008, au moment où ces formes alternatives étaient en grande difficulté en France du fait de la loi qui a créé les EHPAD, alors qu'en Allemagne, donc la même année en 2008, il y avait un transfert de compétences de l'État aux régions sur la réglementation pour les établissements, et les différentes régions ont eu à cœur, dans les lois, de prendre en compte ces dispositifs bien spécifiques qui ne sont ni complètement l'établissement et ni complètement du domicile isolé, et donc de prendre en compte ces dispositifs pour leur permettre de se développer dans le droit commun, tout en mettant des garde-fous pour pas avoir des établissements déguisés et à marché.
Voilà, je vais m'arrêter. Merci là. Hélène. Manuel, je te propose d'enchaîner. J'allume le micro. Merci. Merci à l'UNAFO de nous avoir invités. Je vais peut-être moins rentrer dans le détail de l'accompagnement, mais peut-être sur une problématique un peu plus large autour du montage d'opérations, où effectivement l'enjeu est d'arriver à sortir du bricolage qu'on essaye tous de faire, parce qu'aujourd'hui ces problématiques-là ne sont pas traitées de façon globale. Nous, qu'est-ce qui fait que chez API, on est arrivé à se poser la question des seniors? C'est un peu comme tous les gestionnaires de foyers de travailleurs migrants, hein. On a effectivement ce public présent, vieillissant, et qui nécessitait un accompagnement, qui en plus était dans un habitat pas adapté, les unités de vie partagées, avec toute la question du maintien à domicile que nos partenaires de maintien à domicile ne reconnaissaient pas. Donc, tout ce combat qu'on a dû mener, le développement de réseaux grâce à des financements européens, etc. Mais Claire Diop l'a bien exprimé. Chacun, on a essayé à nos niveaux de développer des actions spécifiques pour ce public-là. Et du coup, c'est posé la question, mais on est spécialisé dans ce public, mais pourquoi ne s'intéresserait-on pas à la problématique des personnes âgées de façon plus large? Donc, on s'est positionné et on a regardé qu'est-ce qui existait sur le marché. Et en gros, aujourd'hui, sur le marché, pour le senior, vous avez 3 offres. Le maintien à domicile, mais qui règle pas 2 problématiques essentielles que sont l'isolement et l'inadaptation du logement. Et on sait que les entrées en EHPAD, 2 des causes principales, c'est la chute et la dépression. Puis arrivent les problématiques psycho, notamment Alzheimer. Donc, c'est ce que tout le monde souhaiterait, le maintien à domicile, mais c'est pas forcément la réponse la plus adaptée. Puis une réponse institutionnelle, la résidence autonomie, avec toute la difficulté de la résidence autonomie, puisqu'on est dans le secteur médico-social, appel à projet des départements, qui n'en lancent quasiment plus. Et en plus, un paradoxe, c'est que pour s'occuper des seniors, c'est un peu comme pour l'étudiant, le financement, c'est le PLS. Donc, des départements qui, pour solvabiliser les seniors, sont obligés de conventionner l'aide sociale. Et je pense que, au regard des finances publiques des départements, c'est probablement les raisons pour lesquelles ils ne lancent plus d'appel à projet. La troisième réponse, c'est la réponse du marché privé. Les résidences services seniors, il y a eu tout un développement d'offres, mais là, on est sur des seniors aisés pour lesquels même le retraité à revenu moyen ne peut pas accéder. Donc nous, on a premièrement regardé le retraité pauvre et précarisé, et on s'est dit, avec la résidence autonomie, on doit y arriver. Et là, on a été confronté à 2 problématiques. On a commencé à travailler avec l'État en se disant, on va travailler sur ce qu'on sait faire. La résidence sociale pour les pauvres, c'est forcément du PLAI, voire du PLAI adapté, et on a essayé de développer des pensions de famille. Et là, on a vu l'État qui nous a dit, oula, attention, le senior, c'est une compétence département. Donc, non, c'est pas nous. D'ailleurs, la pension de famille, c'est un public très spécifique. Pourquoi ce serait que le senior? Donc, on s'est fait shooter pour la pension de famille. Et puis ensuite, on a essayé de développer des résidences sociales seniors, ma foi, avec un parcours particulier, un parcours résidentiel. Et là, pareil, la DRJSCS nous a renvoyé dans nos buts en nous disant, la résidence sociale, c'est du logement transitoire, le senior, c'est du logement définitif. On a essayé d'argumenter un petit peu sur le parcours résidentiel spécifique, et on s'est fait à nouveau recaler. Donc, l'État aujourd'hui, sur cette problématique-là, en tout cas, l'État financeur de l'immobilier considère qu'on n'est pas dans la résidence sociale. On a répondu à des appels à projets du département des Alpes-Maritimes, qui est un peu dynamique sur la question des seniors, et on s'est dit, puisque on va essayer de contraindre l'État à accepter un appel à projet résidence autonomie, et on va expliquer au département que si on finance la résidence sociale en PLAI, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un conventionnement à l'aide sociale derrière, puisqu'avec une APL foyer majoré, on arrive à relativement bien solvabiliser. Et on a des services de l'État, de jeunes femmes courageuses qui ont accepté de déroger et de nous financer une résidence autonomie en PLAI et en plus. Elles se sont fait taper sur les doigts. Je pense que malheureusement, c'est passé en tout cas. Et donc, on a réussi à sortir une résidence autonomie en PLAI et en plus. La deuxième approche qu'on s'est dit, mais c'est aujourd'hui, en résidence autonomie, c'est comme en résidence service senior. En fait, on est sur une approche du senior et on lui vend un package complet. Alors, il y a le restaurant, il y a l'espace de beauté, il y a l'espace de soins, etc. Plus ou moins social et plus ou moins adapté aux revenus du résident. En résidence service senior, il faut savoir que 50 à 60% des recettes de la résidence service senior, c'est de la vente de services. Et quelque part, en résidence autonomie, on a retrouvé un peu le même montage. Donc,
Nous, on avait récupéré une résidence autonomie. Effectivement, on a à l'intérieur un restaurant, on a à l'intérieur des activités et on a un consommateur qui vient utiliser l'ensemble des services qu'on lui propose, ce qui génère des coûts importants et ce qui fait que même en résidence autonomie, on arrivait à être sur des coûts relativement élevés. Donc, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut pas changer le rapport? Est-ce qu'on peut pas travailler finalement ce que l'on fait dans nos résidences sociales, est-ce que l'on fait dans nos foyers de jeunes travailleurs, dans l'ensemble de nos dispositifs, où on est sur une gestion beaucoup plus participative, une implication du résident qui devient acteur lui-même de sa propre résidence, arrêter d'infantiliser le senior et de le considérer comme quelqu'un qui subit, mais comment travailler avec lui pour qu'il soit co-animateur. C'est notre concept un peu nouveau de résidence autonomie. On a dû se bagarrer avec le département pour qu'il accepte qu'on n'ait pas de restauration. Donc on travaille avec d'autres outils, comme le portage de repas à domicile, comme de la cuisine collective avec des animations spécifiques. Mais on a essayé de faire bouger un peu les lignes du montage traditionnel de la résidence autonomie. Notre première va être livrée l'année prochaine en PLAI et en PLUS. Donc on verra bien si le concept, en tout cas d'approche du résident, acteur lui-même et intervenant lui-même, va être efficace. Je dirais que sur le PLAI et sur le plus, on est allé encore un peu plus loin on parle beaucoup d'intergénérationnel, donc on a fait un tout petit peu d'intergénérationnel puisqu'on a sur une résidence de 100 logements une dizaine de lots qui seront attribués à des étudiants, probablement des étudiantes, qui sont au secteur tourisme avec un projet animation qu'elles doivent développer dans le cadre de leur formation et qui donc doit être mise à contribution dans le projet de la résidence autonomie. Et enfin, là encore, on a bricolé, puisque dans le cadre de l'appel à projet Habitat Inclusif, on avait un partenariat avec une association qui gère un ESAT pour autistes, mais qui n'avait pas de solution d'hébergement. Et on a répondu dans le cadre de l'habitat inclusif pour loger une vingtaine de travailleurs autistes dans la résidence autonomie. Le montage, je ne vous raconte pas. En fait, on a déclassé 20 logements de la résidence autonomie, donc on les a sortis de l'agrément pour rentrer dans le texte. On a expliqué à l'État qu'en fait, c'était pas une résidence sociale senior, puisqu'ils existent, que ça n'existe pas, mais c'est une convention APL, foyer, enfin un truc senior, donc qui est pas coché dans les interdits de la loi, en tout cas de la circulaire. Et aujourd'hui, on attend le résultat du département et de l'ARS sur ce dossier-là, et avec un projet vraiment qui permettrait d'avoir des seniors impliqués dans l'accompagnement de nos travailleurs autistes, des travailleurs autistes qui en plus dans leur ESAD font de l'agriculture biologique et des ateliers confection de paniers en osier, et donc ils pourront apprendre aux seniors à pratiquer, qui viendront vendre leur production de l'ESAD. Enfin, voilà, un super projet. Sur le papier, tout le monde trouve ça génial. Pour le sortir, il faut être à la limite de la malhonnêteté et tordre dans tous les sens les circulaires, les lois, les agréments pour arriver à ce qu'on arrive à le bricoler. Et je ne parle que du montage de l'investissement. Sur l'accompagnement, alors là, on en est tous encore à avoir des montages, à essayer de faire ce qu'a fait Areli, de la mutualisation de dispositifs de maintien à domicile. Certains, dans les apéritifs, c'est compliqué d'avoir cette mutualisation. Dans le Var, c'est un refus total. Donc là encore, sur l'accompagnement, on voit qu'on est encore sur une nécessité de bricoler les montages et pour essayer d'être au plus près du résident et d'apporter le service maximum. Je reviendrai peut-être sur la présentation c'est Hélène, hein, Hélène, où on est encore plus, je pense, dans des petites, des réponses qui, forcément, puisqu'elles sont humaines, sont à taille humaine. Et aujourd'hui, on a quand même une problématique générale de prise en compte de ce vieillissement de la population et que il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Je finirai par l'État aujourd'hui nous donne quelques alternatives de montage expérimentaux. Il y a le fameux article 20 de la loi sur l'adaptation à la société au vieillissement. On a répondu avec des bailleurs sociaux et on essaie de travailler avec la Mutualité française pour avoir des services partagés dans le cadre des dispositifs article 20 qui permettent de cibler les retraités et donc d'avoir une discrimination sur l'âge. C'est un peu nouveau. Les services de l'État sont pas toujours très favorables et notamment sur la question du contingent réservataire. Ça tique un peu, notamment quand on est en zone carencée. Voilà. Mais c'est aussi d'autres dispositifs qui peuvent être intéressants, qui apporteraient du PLAI et qui peut-être permettraient aussi de travailler la problématique de la suroccupation dans les logements sociaux, de la sous-occupation, pardon,
dans les logements sociaux par des seniors avec une réponse adaptée. Merci Manuel. J'avais prévu de refaire un petit tour avec mes intervenants, mais compte tenu de l'avancée de l'heure, je propose que nous passions directement effectivement aux échanges. Essayer de porter peut-être un peu plus les échanges sur quelles seraient les évolutions selon vous qui seraient possibles. On a fait effectivement, en tous les cas, collectivement les constats de bricolage pour essayer de sortir des opérations qui ne rentrent pas complètement dans les clous. Des membres, des représentants de l'État s'étaient inscrits, il me semble, en ayant regardé les intervenants qu'ils étaient présents. Donc, est-ce que l'État, enfin DGCS ou DHUP, enfin, je sais que la CILPI aussi est présente, souhaite prendre la parole. Mais évidemment, vous êtes tous libres de lever la main. Je rappelle, la règle du jeu, c'est plus simple, lever la main ou passer directement au chat. Qui se lance? Évidemment, il faut que vous ouvriez le micro si vous souhaitez prendre la parole. Ou Olivier, Renaud, tu souhaites t'exprimer peut-être? Ouais, je veux bien échanger 2 minutes, mais on fait les mêmes constats que tous ceux, enfin que les intervenants sur le bricolage. Nous, il nous semble qu'il y a une opportunité à creuser, qui est quand même l'évolution de la circulaire sur les résidences sociales. Il y a une fenêtre d'échange qu'on souhaiterait vraiment pouvoir utiliser. Je pense qu'on est plusieurs, et notre dernier interlocuteur en particulier, je vois hocher de la tête, totalement en phase, à se dire que la question, et j'ai cru entendre que c'était aussi une réflexion actuelle portée en particulier par Sylvain Mathieu, c'est que le constat qu'on fait est quand même que la question de la durée semble nous être souvent opposée par les services décentralisés de l'État. Or, concrètement, entre autres dans les résidences où il y a des migrants, la durée elle est réelle, elle est déjà existante. Donc pourquoi ne pas l'acter dans le texte comme n'étant pas une condition sine qua non pour faire une résidence sociale dédiée aux seniors? Ça c'est le premier volet. Et puis voilà, je crois qu'on a un bel outil. On demandait pas, nous on a fait la même démarche sur un projet à Couéron. On a interagi et après ils sont remontés à la DHUP, redescendus, etc. Aujourd'hui, on a un bel outil simple qui est la résidence sociale et qui doit pouvoir être plus multiforme, qui doit pouvoir accueillir différents projets sociaux. Je crois qu'il faut faire confiance, et ce serait bien que le nouveau texte le propose, faire confiance aux acteurs locaux, et je vais m'arrêter là, pour que le projet social porté entre le gestionnaire, la collectivité, sur la base des constats faits des besoins en termes de public sur le territoire pour les seniors à faibles ressources, puisse donner le lieu à un projet social adapté de résidence sociale, financé comme on sait les faire, pour solvabiliser le plus les gens. Moi, il y a quelque chose qui nous choque sur les interactions avec le département aujourd'hui, en tout cas avec le nôtre, ça a été de dire que dans le fond, l'aide sociale va venir combler le trou, quoi. Et donc, on est sur l'investissement de chèques de la collectivité locale pour solvabiliser les gens, quand le dispositif en lui-même permettra aux gens, d'une façon beaucoup plus autonome et par eux-mêmes, de se sentir en autonomie, parce que dans une résidence sociale, où la solvabilisation est inclue, où le prix est plus bas, le PLAI fait que la redevance est accessible pour eux, et qu'on n'est pas dans des prix prohibitifs sur lesquels la collectivité est obligée de mettre un chèque tous les mois, ce qui est quand même dommage dans une époque comme la nôtre. Si les acteurs de l'État peuvent échanger et partager sur la partie évolution du texte résidence sociale, ce serait intéressant, parce que je pense que c'est là l'enjeu. Je ne vois pas de main levée. Qui souhaite prendre la... Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? J'ai l'impression que Monsieur Buchholzer s'exprime, mais il a le micro fermé. Monsieur Buchholzer, président d'Arial. Voilà. On vous entend, Monsieur Buchholzer. Oui, effectivement. Donc nous avons pu réaliser tout le vocable résidence sociale senior, disons réhabiliter, restructurer complètement un immeuble avec des 70 logements avec
avec ascenseur, autonomie et aménagement PMR, mobilier PMR. Mais effectivement, si l'investissement a pu se faire, les dispositifs pour mettre en place un accompagnement en impliquant les uns et les autres, c'est plus difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, disons, des uns et des autres pour arriver à convaincre que la résidence sociale senior offre une solution aux aînés en perte de mobilité ou à faibles ressources. Et le problème, c'est, j'aurais voulu savoir comment les uns et les autres arrivent en particulier à financer la coordinateur ou coordinatrice santé. Est-ce qu'il y a des expériences où ça n'est pas pris sur, disons, les redevances des résidents ou sur la GLS, quoi. Je vais bien répondre. Vas-y, Claire. Oui, peut-être voilà, faire un petit retour. Alors, sur nous, les principaux financeurs sur les projets de médiation de santé, on a le FAMI, que ça implique derrière comme lourdeur, mais bon. Tu peux dire en 2 mots c'est qu'est le FAMI, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, pardon. En fait, ça relève des fonds européens. Voilà, avec tout un programme et qui est axé notamment sur les publics migrants. En fait, excusez-moi, ça vise les publics non communautaires. Bon, avec une lourdeur administrative importante et bon voilà, c'est pas le sujet. Après, il y a les ARS, la conférence des financeurs, quelques aussi fondations comme les fondations Pro-BTP par exemple. Effectivement, en tous les cas, on arrive aussi, notamment là pour revenir sur les aides à domicile, à faire financer tout ce qui est la coordination, parce qu'on l'a pas évoqué, mais ces projets-là demandent un temps de coordination d'ingénierie très important. Manuel. Oui, merci. Puisqu'on est dans le bricolage, il y a quand même on est en limite de résidence autonomie. Dans la résidence autonomie, il y a un certain nombre de prestations qui peuvent être intégrées au titre des prestations socles, service non individualisé de la résidence service senior. Et sinon, il y a aussi la possibilité, alors ça c'est vraiment tiré par les cheveux, et vous voyez qu'il ne me reste plus beaucoup, donc j'ai abusé, mais tout ce qui relève des accords collectifs, et accords collectifs cadres avec les locataires et ou résidents. Alors c'est plus en montage HLM, article 20, vous avez deux secteurs que sont la sécurité et le développement durable. Et quelque part, en accord avec les résidents ou locataires, il y a la possibilité de développer une réponse accord collectif autour de la médiation censée qu'on considère comme étant en coordination, qu'on considère comme étant de la prévention, une prévention sécurité un peu particulière, mais qui peut être marchée. C'est très tiré par les cheveux, mais du coup, ça permet de facturer aux résidents une partie de la mission de la coordination. Après, il faut que ça reste raisonnable, bien évidemment. J'invite, si d'autres personnes souhaitent prendre la parole. Hélène Lénart, est-ce que vous voulez, par rapport à ce que vous entendez, est-ce que vous voulez reprendre, je vous vois plus, mais... Et je répète, j'ai revérifié sur la liste et sur mon écran les services de l'État. J'ai vu que la DGCS était présente, sauf erreur de ma part. Enfin, des personnes de la DGCS en tous les cas. Il me semble de la DHUP aussi. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous êtes c'est la bienvenue. Bon, si. Vas-y Claire. Du coup, voilà, sans vouloir monopoliser la parole, juste faire un peu, voilà, partager mes réflexions sur ces alternatives entre des résidences dédiées seniors, sous forme de résidence autonomie, de résidence sociale spécifique, de pension de famille, ou plutôt justement des résidences sociales plus classiques avec une mixité de public. Voilà, là, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai en mémoire notamment une réflexion une fois d'un
de changements notoires qu'on a pu observer lors de passage d'un FTM en résidence sociale, où tout d'un coup, le fait que dans une même résidence sociale, tout d'un coup, on ait la présence à la fois des migrants, entre guillemets, et la présence de femmes dans la résidence sociale, a modifié le comportement, en fait, et ça s'est vraiment vu, hein, des Chibani qui tout d'un coup se sont mis, prendre soin d'eux, voilà, un comportement différent, à retrouver du lien social aussi. Et je pense que c'est important d'avoir ça aussi en tête dans nos réflexions. Est-ce que notamment sur un même public ici, et du coup des pistes évidemment, c'est de travailler sur l'aspect intergénérationnel, qui moi aussi est un sujet qui me paraît important, qui sur le papier toujours intellectuellement intéressant à écrire, et quand on passe sur la phase opérationnelle, un peu plus difficile aussi à mener, mais qui sont vraiment des pistes, je pense, à creuser pour avoir ce type de dynamique. Vas-y Manuel. En résidence autonomie ou en résidence peu importe, on fait l'intergénérationnel. Parce que quand vous avez un résident de 65 ans et un de 100 ans, ben on est déjà sur 2 générations. Donc je fais exprès d'être un peu cynique, mais vous avez déjà, alors puisque c'est la mode. Nous après, je partage votre l'idée qu'il faut pas enfermer les gens dans un même parce qu'ils sont telle tranche d'âge, telle origine, etc. Aujourd'hui, on est contraint de travailler dans des cases, donc on a travaillé avec les cases qui existent. Par contre, dans l'état d'esprit, c'est comment on ouvre, et l'intergénérationnalité, je pense qu'il faut qu'on la raisonne à l'échelle du territoire dans lequel on s'implante. Et l'idée que nous avons, quels que soient nos dispositifs liés aux seniors, c'est qu'il y ait véritablement des lieux de vie où l'extérieur rentre et le senior sort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit en lieu, en harmonie, en intégration avec le quartier. Et c'est la raison pour laquelle on a changé tous les services. On n'est plus sur du service intégré, mais on est sur des services où le senior doit sortir pour aller prendre son service et on fait rentrer de l'activité. Voilà. Donc, on l'a interprété un peu différemment. On l'a pas traité, on essaie de pas le traiter à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle du territoire dans lequel on s'inscrit. Mais oui, c'est fondamental de ne pas les enfermer dans un type de public. Oui, alors j'essaie de lire le chat. Alors Hélène m'indique l'importance d'une évolution de décloisonner les dispositifs. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un point sur lequel effectivement je partage. Sur beaucoup d'aspects, effectivement, il va falloir réfléchir effectivement à décloisonner des dispositifs. On est quasiment au bout de cette réunion. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole peut-être? J'ai invité quelques personnes. Manuel et Olivier, merci Lydie, vas-y, je t'avais invité effectivement à prendre la parole. Je t'écoute. Nous t'écoutons, pardon. Merci. Donc Lydie Renard-Arélie, un petit morceau de la vidéo qu'on a vu dans le cadre de l'EVA, l'espace de vie adapté. Peut-être compléter sur la partie financement. Alors c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup de bricolage, de négociation, etc. Et puis du coup surtout, on est vraiment tenu à l'analyse de chaque territoire et à la bonne volonté de nos institutions locales. Alors sur ce projet, initialement, il y avait un portage de la CARSAT et du département. Ce projet a quelques années de vie aujourd'hui, et au fur et à mesure du temps, les priorités des institutions évoluent, et la CARSAT aujourd'hui est un peu désengagée de ce projet au niveau du soutien financier. Donc on a la chance d'avoir le département du Nord qui soutient réellement l'action sur une ligne spécifique habitat inclusif, donc propre au département du Nord. On parle bien de quelque chose de différent de l'habitat inclusif tel qu'il est porté aujourd'hui par l'ARS, mais avec effectivement du coup
cette problématique de la durabilité, de la pérennisation de ce type de projet, puisqu'on est tenu, mais comme un certain nombre d'entre nous, à formuler des demandes de financement annuelles et d'avoir très très peu de perspectives sur la pérennisation et la durabilité de ces projets. En tout cas, donc le département, donc je dis qu'il soutient financièrement, mais je dis pas quoi. Il soutient justement un mi-temps de poste de coordination, donc qui est occupé chez nous par une infirmière que vous avez vu également dans la petite vidéo. Et qui permet une réelle coordination de ces parcours, de la mutualisation de l'aide à domicile, donc du travail autour des plans d'aide, à la fois individuels et du coup avec certaines heures qui se transforment en collectif. Voilà, donc c'est vrai que finalement le support et l'organisation de ce projet tel qu'il est organisé aujourd'hui relève complètement des codes et des critères de l'habitat inclusif au niveau de la loi Elan. Malheureusement, sur le principe que cet étage de la résidence sociale, donc dédié à ce projet, donc ça correspond à 22 logements, soit au sein effectivement d'une résidence sociale, eh bien ça ne nous permet pas aujourd'hui d'intégrer ce dispositif et de pérenniser le projet par rapport à des personnes qui en ont grandement besoin et qui correspondent tout à fait au code normalement de la loi. Merci Lydie. Nous sommes obligés d'arrêter puisque nous sommes arrivés à 11h et nous sommes obligés de séquencer le temps. Je vous remercie tous de votre participation. Vous étiez assez nombreux. Je crois que vous étiez au moins 75 personnes. Je vous invite, si certains ne sont pas encore inscrits, à vous inscrire à l'intervention effectivement de Denis Pifteau tout à l'heure qui complétera à mon avis ce débat. Il est clair que concernant l'UNAFO, nous allons reprendre ce sujet des résidences, une solution pour les personnes âgées, à voir avec le conseil d'administration, sans doute au moins sur un groupe de travail dans un premier temps. Merci à tous et il y a d'autres ateliers auxquels évidemment vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.